Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon, vous me connaissez bien, donc Joanne Linskog, directrice du Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, co-organisatrice de cette conférence avec le Centre universitaire méditerranéen et en particulier Catherine Kozanic et Karine Marais. Et donc je souhaite remercier le CUM de nous accueillir aujourd'hui pour cette très belle conférence. Je tiens bien sûr à remercier notre conférencier qui a fait un long chemin parce que le trajet Troyes-Nice, ce n'est pas une évidence. Voilà, on peut l'applaudir. Donc Anthony Cardozo, chaleureusement recommandé par nos amis des musées de Troyes, visite de musée que je vous recommande chaudement. Le musée des Beaux-Arts vient de réouvrir, le musée d'art moderne a réouvert il y a quelques temps. Ce sont vraiment des établissements magnifiques. Allez jusqu'à Troyes. Il va nous présenter aujourd'hui donc une conférence sur les liens entre Raoul Dufy et Paul Poiret, et évidemment leur sujet commun, la mode. Ceci dans le cadre de notre exposition Raoul Dufy, le miracle de l'imagination, qui aura lieu jusqu'au 28 septembre. Donc vous avez encore l'occasion de venir. Et pour ceux et celles qui l'ont déjà vu, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'œuvres sur papier et que les œuvres sur papier, on ne peut évidemment pas les exposer très longtemps. Donc régulièrement, on change les œuvres sur papier. Donc vous pouvez aussi revenir pour voir finalement une autre exposition, puisqu'on fait une rotation tous les 3 mois et demi environ. On est actuellement dans la 2e présentation finalement de notre exposition. Je voudrais aussi remercier la Société des Amis et son président à mes côtés, Fabrice Roy, qui va vous dire un petit mot avant que nous laissions enfin la parole à celui que vous attendez tous, Anthony Cardozo. Merci, je serai très bref. Je remercie Joanne, je remercie Karine Marais et notre conférencier. Voilà, je suis Fabrice Roy, le président de la société, toute jeune société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Nice. Et nous avons 2 ans, nous avons fêté nos 2 ans il y a quelques jours. Et nous sommes absolument ravis de contribuer aux initiatives qui sont prises par le musée, qui sont multiformes, qui sont extrêmement intéressantes. Nous sommes une petite équipe très motivée. Je vous invite à nous rejoindre d'ailleurs. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous tapez Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Nice. Et eh bien voilà, vous découvrirez l'ensemble de nos activités. Et nous sommes également partie prenante de cette exposition Raoul Dufy qui est merveilleuse. Nous organisons d'ailleurs des expositions déjeuner. Donc pour ceux qui souhaitent, bien vous regarderez notre site. Il y a la visite de l'exposition commentée bien sûr le matin à 11h, suivie d'un déjeuner autour du thème des tableaux, d'une sélection de tableaux de Raoul Dufy. Donc vous voyez, on va passer le reste de l'année jusqu'au 28 septembre avec Raoul Dufy. Voilà, je vous remercie de votre attention, je laisse la parole à notre conférencier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que le chemin est long depuis Troyes. Je suis réveillé depuis 5h30 du matin, donc c'est un peu tôt. Mais je suis là, bon pied, bon oeil, comme dirait l'autre. Et puis en plus, il fait super beau chez vous. Et la salle est magnifique et vous êtes super nombreux. Donc c'est un peu stressant. Voilà, moi je viens de Troyes. Comme le disait Joanne, j'ai travaillé en fait pendant 16 ans pour les musées de la ville de Troyes. Et en particulier, je m'occupais de l'événementiel, de la communication et des expositions. Et dans l'un de nos musées, le musée d'art moderne, que je vous recommande en effet très chaleureusement, il y a 10 tableaux de Raoul Dufy. Et en 2015, nous avons eu la chance d'exposer la collection personnelle d'un monsieur, un collectionneur qu'on va dire belge et monégasque, donc pas très loin de chez vous, et qui, depuis qu'il a l'âge de 14 ans, s'est passionné pour Raoul Dufy et ne collectionne que du Raoul Dufy. C'est être monomaniaque à ce niveau-là, hein. Mais c'est une belle passion. Et en 2015, donc, on a exposé sa collection au musée et ça nous a permis en fait, de redécouvrir aussi notre collection. Et à l'époque, on va dire qu'un heureux hasard de circonstances fait que je me retrouve dans cette aventure. Et comme j'adore la mode, eh ben, mon conservateur m'embarque dans cette affaire. Et je travaille sur ce duo qui pourrait paraître insolite comme ça, un peintre et un couturier. Et finalement, à l'époque, au début du XXe siècle, c'est finalement
je ne vais pas dire normal, mais presque normal. Ce sont deux grands artistes, l'un qui est ultra connu et présent dans tous les plus grands musées du monde, l'autre totalement oublié aujourd'hui. Et pourtant, il a inventé la mode, la haute couture. Il a même inventé le principe de créateur dans le milieu de la mode. Et vous allez voir que cet homme, Paul Poiret, qui est né à la fin du 19e siècle, était l'un des plus grands, et à mon avis, l'un des plus grands visionnaires de la mode du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle, mais qu'on a trop souvent oublié à cause d'une certaine Coco Chanel, qui n'avait pas l'air comme ça, mais elle peut être un peu méchante. Et elle l'a poussé, on va dire, dans l'oubli, et il a disparu, vous le verrez tout à l'heure, dans un oubli total. Donc Dufy, le plaisir, et Poiret, le magnifique. Pourquoi ce titre ? Gertrude Stein, l'auteure américaine, a appelé Raoul Dufy le peintre du plaisir. Et Paul Poiret, au plus haut de sa gloire, a été surnommé par la presse le magnifique, en référence à Soliman le magnifique. Et les Anglais, les Américains l'appelaient le King of Fashion. Il a été quand même l'un des plus grands couturiers du début du XXe siècle. Et je vais vous rencontrer cette histoire, cette collaboration qui va mettre à plat peut-être certaines idées reçues sur les arts majeurs, les arts mineurs. On ne doit pas mélanger les uns les autres. Il y a la peinture de chevalet d'un côté, il y a la peinture décorative de l'autre. Et bien, ces deux hommes vont bousculer tout ça et vont faire tomber les barrières. Peut-être un petit tour d'horizon de la vie de Paul Poiret, qui est des deux personnages de notre aventure, celui que vous connaissez le moins. Voilà, il est né en 1879 à Paris. Son papa est vendeur de draps du côté des Halles de Paris, donc petit milieu modeste. Et très vite, vous allez voir qu'il va avoir l'idée de l'envie de faire de la mode. Sauf que quand on a 14 ans et qu'on dit à ses parents qu'on veut faire de la mode, à cette époque-là, on le regarde avec des gros yeux et on lui dit non, trouve un métier sérieux. Il va faire un apprentissage chez un marchand de parapluies. Et du parapluie à la mode, il y a presque qu'un pas, puisqu'il va le franchir. Et très vite, il va aller travailler chez Jacques Doucet. Je vais vous en reparler après, je vais illustrer tout ça. Chez Charles Frederick Worth, qui a une très très belle exposition en ce moment au Petit Palais à Paris. Il faut absolument prendre le TGV et aller voir cette expo qui est magnifique. Et très très vite, il va créer sa maison de mode. Il va rencontrer Denise, son amour et sa muse, que j'ai souvent appelé dans les visites guidées que je faisais de l'exposition en 2015 au musée, son plus beau porte-manteau, puisque, c'est pas péjoratif, attention mesdames, ne vous jetez pas sur moi, parce qu'elle a été habillée du premier jour de sa rencontre jusqu'à leur séparation que par lui. Un vestiaire intégralement Poiret. Et elle avait le droit aux plus belles pièces. Il va créer, en 1911, vous allez voir que c'est une date qui est très importante, c'est un bouleversement dans sa vie professionnelle. Et là, sa vision de créateur d'art total va être mise sur les rails et va créer un univers totalement à sa mesure, à sa démesure même, puisqu'il a la folie des grandeurs. La guerre éclate, et comme tout bon Français qui a 2 jambes, 2 bras et une tête, et ben hop, il va au front. Coup de bol. Comme il est couturier, on va le mettre en tant que tailleur de l'armée. Donc il ne va pas se battre. Il a de la chance. Et vous allez voir, je vous en reparlais aussi, il va révolutionner l'univers militaire puisqu'il va transformer le vêtement du soldat français à cette époque. Et puis très vite, il retourne dans son univers après la guerre. Et à partir des années 20, même si sa gloire est très importante, l'argent commence à manquer. C'est un couturier qui a la folie des grandeurs et qui ne compte pas l'argent. Donc il dépense, mais l'argent ne rentre pas assez. Jusqu'à la fin de sa vie, il va vivre comme ça. Et 1925, ça fait 100 ans, tout pile cette année, que nous fêtons cette exposition internationale des arts décoratifs.
Et ben Paul Poiret, il y a un rôle très important avec Raoul Dufy. Et puis, 1929, le krach boursier américain, le fameux jeudi noir, et là, Paul Poiret va perdre sa maison de couture et il va vivre ce que des couturiers dans les années 90 de notre époque ont vécu, comme Christian Lacroix par exemple. Ils vont se retrouver, certes, créateurs d'une maison qui porte leur nom, mais qui ne leur appartient plus. Les premiers financiers, qui ne sont pas des couturiers, qui ne sont pas des modeux, vont arriver dans ce milieu-là et vont racheter des entreprises, des sociétés de mode. Et Paul Poiret ne sera plus propriétaire ni de sa maison, ni de son nom. Ce qui est assez terrible quand on est un créateur. En 1934, il va publier ce livre qui est un bijou. C'est la version la plus actuelle, en habillant l'époque. C'est publié chez Grasset. Ce sont ses mémoires. Ça se lit, mais super bien, autant sur la plage que dans son lit. Et on est transporté dans les années 1910, 1920, 1930 avec une vie complètement folle. Voilà. Ce mec était un fou, était un génie en fait. Et il a une vie totalement à cette mesure. Et en 1944, il meurt malheureusement dans la misère et l'oubli. Vous allez le voir aussi, je vous le raconterai. Voilà. Un petit topo de sa chronologie. Alors Poiret, voilà, son apprentissage, c'est chez Jacques Doucet. Jacques Doucet, à l'époque, avec Charles Frederick Worth, c'est un des très grands couturiers de la toute fin 19e, tout début 20e siècle. Et ce sont les deux grands couturiers parisiens. Lui, il est français, Jacques Doucet. Charles Frederick Worth, il est anglais. Et les deux vont habiller l'aristocratie, la bonne bourgeoisie, les comédiennes, les dames du grand monde, les têtes couronnées. Et en fait, Jacques Doucet va embaucher le jeune Paul Poiret juste sur la présentation de ses dessins. Paul Poiret a 18 ans, il vient rencontrer avec un certain culot Jacques Doucet, il lui présente ses dessins et Jacques Doucet l'embauche comme assistant. C'était une autre époque où les choses se faisaient autrement, on va dire. Et il faut que je prenne ça. Voilà. Comme un certain Yves Saint-Laurent. Vous allez voir, j'ai fait quelques parallèles contemporains parfois, notamment avec Yves Saint-Laurent, parce que je suis un Yves Saint-Laurent maniaque. Je suis tombé en Yves Saint-Laurent comme on entre en religion il y a 20 ans maintenant. Et voilà, à 19 ans, quasiment au même âge, alors je vais demander au technicien si on peut éteindre la lumière. Voilà. C'est mieux. Ah, bon, on est presque comme au cinéma en fait. Il manque le popcorn. Yves Saint-Laurent à l'époque, qui s'appelle Yves Mathieu Saint-Laurent, il a 18 ans, il envoie ses dessins par la poste depuis Oran, en Algérie, où il vit avec ses parents, à Michel de Bruneuf, qui est le rédacteur en chef de Vogue. À l'époque, Vogue, c'est le plus grand, et ça reste encore le plus grand magazine de mode au monde. Et Michel de Bruneuf, qui est en famille avec le créateur de Babar, ça vous dit quelque chose? Eh ben, il va réécrire à ce jeune Saint-Laurent en lui disant c'est très bien mon garçon, vous dessinez très bien, mais passez votre bac d'abord. Yves Mathieu Saint-Laurent passe son bac d'abord et il renvoie des dessins à Michel de Bruneuf 3 semaines avant la présentation de la prochaine collection de Christian Dior, qui est à l'époque le plus grand couturier au monde. Et Michel de Bruneuf, lorsqu'il reçoit ces dessins, et notamment ce dessin, il va aller voir Christian Dior en disant « Mais regardez Christian, ce sont vos dessins, c'est votre collection ». Yves Mathieu Saint-Laurent a l'idée complètement presque surnaturelle d'imaginer une collection de mode qui n'est pas encore passée sur les podiums, qui ne va sortir que 3 semaines plus tard. Voilà. Et sur ces dessins, Christian Dior va embaucher le jeune Yves Saint-Laurent. Et à la mort de Dior, il va le remplacer. Et donc, Paul Poiret, pour revenir à lui, sa première cliente chez Doucet, c'est Réjeanne, la grande comédienne. Elle va lui rester fidèle, puisque lorsqu'il quitte Doucet et qu'il part travailler chez Worth, elle part s'habiller chez Worth. Et lorsqu'il crée sa maison de mode au nom de Poiret, elle part s'habiller chez Poiret. Voilà. Une actrice fidèle au niveau de sa mode.
Et puis voilà, il va aller travailler chez Worth. Alors Worth, par rapport à Doucet, c'est peut-être le couturier le plus mondain. Il va habiller notamment la grande Sissi, que l'on connaît tous, ici dans ce très beau tableau. Il va habiller toutes les têtes couronnées d'Angleterre, d'Europe, voilà, et notamment Sissi, qui est une de ses plus grandes clientes. Et il va créer vraiment la haute couture comme on la voit aujourd'hui dans son déballage de fantaisie, et aussi des grands modèles, des très très beaux modèles. Et il va surtout créer le principe d'un modèle qui peut être adapté à la cliente, chose qu'on ne faisait pas avant, voilà, et aussi le modèle unique. Donc je vous recommande chaudement cette exposition au Petit Palais. Voilà par exemple deux pièces de Worth qui sont conservées aux Arts décoratifs à Paris. Voilà. C'est que de la haute couture, hein. Donc on oublie H&M, Zara, et tous ceux qui font ça de manière mécanique, notamment dans des pays en voie de développement. Voilà. C'est que de la haute couture, de la très très haute couture. Et va arriver chez Poiret cette ouverture en 1905. Il a 24 ans, il emprunte à sa maman toutes ses économies. Son papa est décédé, sa maman a hérité une toute petite somme d'argent. Il emprunte toutes ses économies et avec un culot génial, il va ouvrir sa maison de mode. Rue Aubert, au départ. Ensuite, il va déménager avenue d'Antin, qui est l'actuelle avenue Franklin Roosevelt à Paris. Et il va démarrer sa mode. Alors, petit à petit et très rapidement, il va évidemment créer un univers. Et pour ce faire, il a besoin d'une muse, et c'est Denise. Denise, elle s'appelle Denise Boulet. Il va la rencontrer, c'est une jeune provinciale qui débarque à Paris. Il tombe amoureux d'elle, elle va tomber amoureuse de lui, et ils vont s'unir, avoir 5 enfants. Il n'y en a que 3 malheureusement qui ont survécu. Et ils vont vivre très longtemps ensemble, voilà, de leur mariage en 1905. Évidemment, elle est déjà habillée par son mari. Vous la voyez ici dans le jardin de leur hôtel particulier, avenue d'Antin, puisque dans cette avenue d'Antin, il achète un hôtel particulier. Au rez-de-chaussée, ce sont les ateliers on va dire les salons de haute couture. Et il vit à l'étage, et le jardin voilà, est leur propriété. Il fait redécorer ces appartements et cet hôtel particulier par Louis Sou, qui est un très grand décorateur à l'époque. Et très très vite, il a déjà la folie des grandeurs. Et il va l'avoir toute sa vie. Ce qui va lui causer de grands soucis après. Et surtout, la révolution, c'est ça. C'est comment un homme va supprimer le corset. Et là, mesdames, vous allez dire, ouf, il a libéré les femmes en supprimant le corset et en inventant ces robes à la taille haute. Vous le voyez comme sur le modèle qui est à côté. Alors, je peux le montrer avec le pointeur. Là, voilà. Donc la taille haute sous la poitrine. En fait, il reprend le modèle des robes directoires qui va mettre, on va dire, à la mode et au goût du jour. Et comme le disent à l'époque les médecins, cette chose est très bien vue à la fois par les médecins et par les suffragettes, puisque quand même cette invention du corset était quand même un bel engin de torture quand même, disons-le. Et voilà, la taille va être libérée et surtout, de là, il va avancer sur à la fois cette inspiration du costume ancien, alors notamment avec la mode directoire et la taille haute, comme on le voit à nouveau voilà, là. Il s'inspire beaucoup donc, des costumes, notamment de l'époque Bonaparte et de la peinture notamment. Il va beaucoup voir les tableaux au Louvre. C'est un grand consommateur de musées à l'époque. Et voici quelques robes. La robe Joséphine, évidemment, en hommage à Joséphine de Beauharnais, avec cette très belle rose. Et vous allez voir que cette rose qui est au centre du corsage, c'est un motif qui va revenir très souvent dans sa mode, qu'il va faire dessiner par Paul Iribe, qui est un grand illustrateur de cette époque, qui va être son illustrateur, et qui va le faire mettre en dessin et en textile, on va dire, par Raoul Dufy aussi. À chaque fois, je vous ai mis pour quasiment tous les vêtements, normalement, les lieux d'où ils proviennent. Et il y a une très grande part de ces vêtements
qui sont conservés à l'Union centrale des arts décoratifs à Paris, donc qui est le propriétaire du musée des arts décoratifs, rue de Rivoli, qui a une énorme, et je pense que le mot énorme n'est pas assez suffisant en fait, collection de vêtements et de costumes, et beaucoup de créations de Paul Poiret. Autre robe, voilà. Et je vous ai mis un petit parallèle avec une robe de Joséphine de Beauharnais qui est conservée au Palais Galliera. Donc au départ, c'est une mode qui est, on va dire, historique, qui revient un peu en arrière, qui s'inspire de la mode d'avant. Et puis très vite, il va aller plus loin, plus loin, plus loin. Et c'est là qu'il va rentrer en haute couture, on va dire, comme on l'appellerait nous aujourd'hui, avec des pièces de plus en plus flamboyantes, extravagantes, très colorées, vous allez voir, avec un débordement de broderie, de perles, de tubes. Voilà. Tout ce que vous voyez là, tout ça est entièrement brodé avec des sequins, des perles. Et cette robe a appartenu à Denise Poiret. Il va avoir un goût aussi très prononcé pour les imprimés. Et c'est là que Raoul Dufy va être très important aussi dans l'histoire de notre aventure qu'on va voir tout à l'heure. Ça marche plus. Hop là, comme ça. Il va s'inspirer aussi de l'Est, de la mode exotique, on va dire, des pays lointains, notamment les pays de l'Est ici, avec les fameuses blouses roumaines que l'on connaît sur la photo, avec notamment tous ces motifs et ces cachemires, mais aussi l'Orient et le Japon. Il a grandi, Paul Poiret, dans cette époque où le japonisme est très présent, et surtout, lui, en 1910, va aller en Allemagne, il va aller à Munich, il va aller à Vienne, et il va surtout voir les très grands décorateurs de cette époque. Il va voir les peintures de Klimt, il va voir tous ces grands créateurs. Il va revenir ébahi et époustouflé par tout ce qu'il a vu. Et il va aller dans une mode qui est extrêmement riche en motifs, en décors, en textures, en couleurs. Et surtout, il aime le mélange, les mélanges d'inspiration. Il visite des expositions de tapis d'Orient, il visite les expositions, il va aller notamment au Salon Fauve de 1905, voir les œuvres de Matisse, de Derain et des autres. Il va aller dans plein d'expositions, il va se nourrir de tout ça et il va faire des mélanges comme ça, avec des très belles pièces. Par exemple, ce grand manteau révérend, qui est une sorte de grande, comme un grand poncho, mais un peu plus asiatique, on va dire, dans le motif. Et un petit clin d'œil, évidemment, à cet exotisme venant d'Asie que d'autres créateurs, et Yves Saint-Laurent le premier, a repris, notamment dans ces grands kimonos, qui sont des très, très, très belles pièces aussi. Et puis la couleur va être très importante chez Poiret. C'est son côté peintre. Alors, est-ce que c'est un peintre frustré? Peut-être. À la fin de sa vie, il va beaucoup peindre. Il va même, lorsqu'il meurt au mois d'avril 1944, il meurt quasiment la veille de l'ouverture d'une exposition de ses propres peintures. Voilà. C'était peut-être un peintre déçu. Et il va aller beaucoup plus vers la mode, évidemment. Et cette vision de Poiret, c'est être un visionnaire. Ce n'est pas juste être un directeur artistique, c'est être un visionnaire et prendre tous les champs possibles et tous les champs de la création. Il va bien plus loin qu'un simple couturier, puisqu'il va aller faire de la décoration, il va faire des parfums, il va faire évidemment de la mode, il va faire de la publicité, il invente le principe du marketing et de la publicité avant l'heure. Ce mec était un génie. Voilà, je vais le dire comme ça. Et c'est 1911. Et 1911, c'est vraiment une date très, très, très importante, une année charnière. C'est la rencontre, notamment, que Poiret fait avec les ballets russes qui vont débarquer à Paris en 1909. Et les ballets russes, avec Nijinsky, avec le décorateur Léon Bax, vont énormément émerveiller Paris. Ils vont s'installer à Paris au Théâtre du Châtelet pour plusieurs saisons. Et Poiret va voir Daphnis et Chloé, va voir Le Papillon, va voir d'autres pièces comme cela, d'autres ballets comme cela. Et il est émerveillé par les costumes, par les décors et par le débordement de couleurs et de motifs.
Et il va se nourrir de tout ça, en fait. Il va regarder tout ça dans sa tête, et le lendemain, dans sa maison de couture, il va travailler. Alors, à l'époque, un couturier ne travaille pas comme ceux d'aujourd'hui, avec une multitude d'assistants. Ce sont des couturiers qui travaillent déjà avec le tissu dans les mains, qui savent le découper, qui savent le travailler, ce qui n'est pas le cas de tous les stylistes d'aujourd'hui. Et il va s'imprégner de tout cela, il va travailler et créer, par exemple, ce très beau manteau, un manteau d'opéra, donc porté par Denise Poiret. Et Denise Poiret, lorsqu'elle sortait avec son mari, évidemment, c'est lui qui choisissait ce qu'elle devait porter, puisque c'était quand même l'homme sandwich, la femme sandwich, vous voyez. C'était son panneau publicitaire lorsqu'elle sortait. Et donc, elle devait vanter, on va dire, les mérites de la mode de son mari. Et donc, c'est lui qui choisissait les plus beaux manteaux, les plus belles pièces qu'elle devait porter. Et très souvent, la presse le dit à l'époque, puisque la presse, à l'époque, relate les moments mondains parisiens. Et on dit qu'à l'opéra, on a vu telle et telle personne, et ainsi de suite. Et bien, on commande très souvent les robes et les vêtements de Denise Poiret. Et la rencontre fondamentale de 1911, c'est celle-là. C'est Raoul Dufy et lui. Raoul Dufy qui va illustrer donc le bestiaire ou le cortège d'Orphée d'Apollinaire, et je vais dire totalement par hasard. On est à la fin de l'année 1910 et Raoul Dufy est très copain avec Marie Laurencin. Marie Laurencin est très copine avec Guillaume Apollinaire. Tout ce petit monde mange ensemble, dîne un soir, et Apollinaire parle qu'il est en train d'écrire un nouveau texte et qu'il a demandé à son copain Picasso d'illustrer ce texte. Mais que Picasso, il n'a pas beaucoup de temps, il est un peu débordé, que bon, l'illustration, ça ne l'intéresse pas forcément trop. Raoul Dufy, qui à l'époque a sa peinture qui est un peu moins appréciée parce que hésitant entre du fauvisme et du cubisme, il ne sait pas aller s'il va aller à gauche ou à droite et ça tourne un petit peu, se dit, mais moi, je peux faire l'illustration. Le soir même, Apollinaire lui commande l'illustration. J'en ai mis que quelques-unes, il y en a une petite trentaine dans le recueil. Il va illustrer chaque page donc, de ces bois gravés, avec à chaque fois imaginer un motif spécialement pour le texte, donc sur le chat, le lion, le lièvre et ainsi de suite, avec notamment dans le chat, si vous regardez le point rouge, là, une petite fleur et une autre qu'on va retrouver là. Ces petites fleurs, ce sont des roses qu'on va retrouver aussi plus tard dans la mode de Poiret. Donc Raoul Dufy illustre ce texte, il est publié, il est exposé au Salon d'automne de 1911 et un visiteur comme vous et moi, qui s'appelle Paul Poiret, visite cette exposition, voit cet ouvrage, tombe en admiration devant ces bois gravés, achète un exemplaire et se dit « il faut que je rencontre ce garçon ». Et tout démarre de là. Donc si Raoul Dufy n'avait pas assisté à ce dîner et n'avait pas eu le culot de dire à Apollinaire « je fais le boulot », il n'y aurait peut-être pas eu de suite. Et ils vont se rencontrer et de là, Paul Poiret va commander un premier travail à Raoul Dufy, une en-tête de papier à lettres. À l'époque, évidemment, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tous ces outils-là. Et donc, tous les courriers qu'il y a entre la maison de mode et les clientes se fait évidemment par la poste. Et Paul Poiret veut un papier à lettres unique, qui est son papier à lettres et qui change tous les jours. Donc là, je vous ai mis que 4 jours, mais Raoul Dufy va créer une image par jour. C'est l'en-tête qui est en haut, avec en dessous l'adresse donc, et le numéro de téléphone pour les joindre. Et vous voyez le jour qui apparaît, lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Et en fait, les 7 jours, l'un à côté de l'autre, racontent une histoire. L'histoire de cette dame qui rentre qui vient et qui sort de sa carriole, de son carrosse, et qui rentre dans une maison, qui va aller faire des essayages de mode tant qu'à faire. Évidemment, elle ne va pas acheter qu'une robe, ça serait idiot, elle va aussi acheter le chapeau qui va avec. Et quand elle a fait d'autres courses, notamment des parfums, elle ira le dimanche au bras de son mari aux courses. Voilà. Ça, c'est la version printemps-été. Et Raoul Dufy va faire la version automne-hiver. C'est le premier
coups de poker qui vont jouer ensemble et qui marchent bien. Pourquoi? Parce que ça marche, parce que Paul Poiret a cette idée géniale de se dire « il faut qu'on communique sur mon nom et sur mon travail ». Il n'y a pas la télé, il y a certes la télévision, il y a le début du cinéma et les actualités. Il y a certes de la presse de mode, mais ce n'est pas non plus vogue comme aujourd'hui. Donc, il se dit, on va parler de soi en premier lieu. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il va faire le boulot tout seul. Et tout ce qu'il va créer en termes de communication et de marketing, il n'a jamais embauché quelqu'un pour trouver des idées, contrairement aux créateurs d'aujourd'hui. Tout sort de son cerveau. Paul Poiret avait une idée à la minute, voire toutes les 50 secondes. Et comme ça marche bien, cette première collaboration, il se dit qu'il faut qu'on aille plus loin parce que les bois gravés sont très jolis. Et si on imaginait que ces bois gravés allaient être répétés et imprimés sur des tissus, pourquoi pas? Et donc là, Poiret va se dire, allons-y. Il va investir 2500 francs de l'époque dans ce qu'il a appelé la petite usine. C'est un petit local, boulevard de Clichy à Paris, au fond d'une cour, qui n'est pas très grande, hein. Il embauche un ingénieur qui s'appelle Zifferlin, qui est alsacien, et comme il le dit Poiret, qui est ennuyeux comme un dimanche de pluie. Mais qui s'y connaît très bien dans les couleurs et les mélanges. C'est déjà pas mal. Il embauche un ex-groom du Ritz, qui va faire la petite main. Et Dufy, lui, il est à la création. On lui amène des planches de 1 mètre par 1 mètre et il grave des motifs dans le bois, qu'ensuite notre cher Zifferlin, l'ingénieur, va préparer les couleurs. Ils vont faire les impressions sur des tissus à la planche, sur quelques mètres, et ensuite ces tissus vont être évidemment mis en robe, mis en vêtements par Poiret. Poiret est son propre fabricant, producteur de tissus, ce qui est quand même assez culotté quand même aussi pour l'époque. Et la fameuse rose de notre chat, j'avoue c'est ma planche préférée, et ben on la retrouve dans ce premier motif qui est là. Ce motif que vous avez là, c'est le tout premier que fait Dufy pour Poiret. C'est le premier coup d'essai en couleur. Et si vous remarquez, il y a plusieurs couleurs. Il y a le rouge, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a des gris, il y a des blancs. Donc tout ça est fait à la planche, une couleur par une couleur. C'est du boulot, hein. C'est de l'artisanat. Ce n'est pas de la production industrielle. On est vraiment dans un atelier d'artisanat. Et donc très très vite, il va avoir envie d'autre chose. Pourquoi pas faire des tentures pour décorer sa propre maison. Donc ça, c'est une grande tenture. Alors malheureusement, je n'ai pas de belles images parce que cette tenture a disparu. À la mort de Poiret, la collection est vendue. Sa veuve, elle a récupéré des choses. Les enfants ont vendu des choses. Et donc certaines œuvres qui appartenaient à leur père ont disparu. On ne sait pas où elles sont malheureusement. Mais cette tenture, elle a été dessinée, illustrée par Raoul Dufy pour Poiret et pour fermer un petit lit qui était dans l'une des chambres des enfants qu'il avait. Et puis 1911, c'est vraiment le début de cette aventure textile avec ses premiers grands motifs. Ces planches font en réalité 1 mètre par 1 mètre. Donc c'est vraiment un travail qui est très important en termes de surface, ce qui oblige Raoul Dufy à composer, à voir non pas un seul motif, mais comment le motif se répond à d'autres motifs et comment surtout le motif, par exemple, de notre fleur qui est là, s'il est répété ici, et ainsi de suite, comment il va se marier avec les autres et comment surtout, lorsqu'il est découpé, assemblé pour faire un vêtement, comment il va réagir avec les autres, comment le vêtement va prendre vie et le tissu va prendre vie. Donc ce sont les premiers motifs, au départ en noir principalement, et après va arriver évidemment la couleur, et il va faire notamment ce très beau manteau, qui est une pièce exceptionnelle, qui s'appelle la Perse. La Perse, c'est le nom du motif qu'il va donner à ce dessin que vous avez là. Ce sont des grosses fleurs qui ressemblent aux motifs qu'on a vus avant, mais comme si elles étaient immenses, des fleurs géantes. C'est un vêtement qui existe en 2 seuls exemplaires, un modèle
pour Denise, évidemment, et un modèle pour une comédienne qu'il va habiller au théâtre, mais qui est un manteau de théâtre, de scène, pas un manteau de ville. Il n'y aura que Denise qui aura celui-ci. Et Denise, lorsqu'elle, je vous le disais, elle décède, ses enfants, ses 3 enfants, vont hériter du vestiaire entier de leur maman, uniquement du Poiret, que des pièces uniques. Et ils vont vendre ce vestiaire-là en 2005 à Paris, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et ce manteau a été acheté par le Costume Institute, donc du Metropolitan de New York, pour plus de 100 000 euros. Voilà. Bon, avec 100 000 euros aujourd'hui, vous achetez à peu près l'intérieur complet d'un magasin Zara. Je les taquine, hein, je porte aussi du Zara. Hein, voilà. C'est un très très beau manteau, alors qui a ce motif imprimé avec un col en renard et l'intérieur doublé en satin vert. Voilà. Et la fameuse comédienne qui le porte, mais sur scène. Donc c'était au départ un costume de théâtre qu'il va adapter en vêtements de ville pour son épouse. Et c'est en 1911, et sur l'année 1911, peut-être le vêtement le plus important de Poiret, qui est vraiment très symbolique de cette époque. Et il va continuer là-dedans avec des manteaux et des vêtements de plus en plus extravagants, très colorés, beaucoup de fleurs toujours des motifs illustrés et dessinés par Raoul Dufy, comme on le voit ici sur les petites bandes fleuries que vous avez là, où c'est très grosses roses qui sont sur le bas du kimono. Et vous voyez, il s'inspire de l'Asie, mais il le modernise, il l'européanise, si j'ai envie de dire, et il le fait illustrer par un très grand artiste qui est Raoul Dufy. Les fleurs sont très présentes dans l'aventure de mode entre Dufy et Poiret. Déjà, chez Dufy, la fleur est très présente dans sa peinture, et pour Poiret, c'est aussi une manière de donner un côté, pour reprendre le nom d'un vêtement, champêtre. Il aimait beaucoup les jardins, et il aimait surtout le jeu des roses, des fleurs, des couleurs des fleurs dans un bouquet. Il avait beaucoup de bouquets dans son appartement, sa maison. Et donc les roses sont très présentes. Et alors si vous arrivez, mais je pense que l'image est peut-être pas assez... Le motif que vous avez là, donc c'est celui qui est sur la robe, ça c'est facile. Et le motif qui est derrière, sur la tenture, je ne sais pas si vous le voyez bien, je pense qu'elle est trop sombre. Alors, il faut vraiment avoir le nez collé dessus. C'est le motif de la Perse, le manteau. Comme le motif lui plaisait beaucoup, il s'est dit on va pas en faire des vêtements, mais on va en faire du papier peint, du tissu. Donc on a fait des tentures et il avait habillé tous les murs des salons de couture comme cela. Et dans d'autres motifs de bois gravés par Dufy, vous avez la danse, l'amour, qui vont se retrouver sur des impressions textiles, sur des tentures aussi, parfois sur des carrés de soie. Et vous voyez là, le motif, il est répété. Donc on a un motif qui est là, avec un danseur, un couple de danseurs, qu'on va retrouver à certains endroits, répété, ainsi de suite. Et en fait, le travail de Raoul Dufy, c'est que lorsqu'il crée sa planche, il faut qu'ensuite, il imagine un motif qui va détourer et qui va être répété à l'infini, en fait, pour que tout s'imbrique l'un dans l'autre. Voilà. Et tout ça n'est fait qu'à la main et à l'œil. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'ordinateur. Et ils sont que 3 à travailler dans cette petite usine. Je vais avancer sur les vêtements, et voilà. Et plus Poiret va avancer dans cette aventure, et malheureusement, cette aventure va lui coûter très très cher. Dès l'année 1912, on va dire qu'il fait couler la petite usine parce qu'elle l'a rapporté quasiment rien d'argent, puisqu'il est son propre client, donc il ne vend à personne. Et donc en 1912, Raoul Dufy arrive dans le bureau de Poiret et lui dit « Mais voilà, Monsieur Bianchini m'a approché. » Monsieur Bianchini, c'est l'une des 3 têtes de la firme Atelier Bianchini-Ferrier, qui sont 3 industriels lyonnais qui ont des industries énormes à Lyon et qui font de l'impression textile sur des centaines et des centaines de mètres.
Et Monsieur Bianchini, qui était quelqu'un qui regardait tout ce qui se faisait à l'époque à la mode, va voir les vêtements de Poiret et voit les motifs créés par Dufy, et va approcher Dufy et va lui proposer un contrat en or. Alors je vais dire en or pour l'époque. Il propose à Dufy des moyens industriels que Poiret ne peut pas lui proposer, avec des ouvriers en veux-tu en voilà, des moyens colossaux, aucune limite de couleur, aucune limite de tissu, de motif. Et donc Raoul Dufy va signer ce contrat et Poiret veut dire « mais allez-y, moi je ne peux pas vous offrir la même chose, donc je vous laisse et je continuerai à admirer votre travail malgré tout ». Et finalement, Poiret va rester proche de Dufy puisqu'il va être le client de Bianchini et il ira acheter notamment ce motif qui s'appelle Bagatelle, donc on voit les courses, toujours mélangé à des grosses fleurs géantes. Il adore les fleurs surdimensionnées Dufy. Et lorsque Poiret découvre ce motif, il va en acheter plusieurs mètres pour faire sa robe de chambre, qui est conservée au Palais Galliera à Paris. Où vous retrouvez, alors si je vous montre avec le laser, vous avez le cheval qui est là, on le voit, on le voit par là. Vous avez le petit pavillon qui est ici. On a toujours les fleurs géantes et on a ici un couple d'amoureux à la terrasse du petit pavillon qui sont là. Voilà. Ici, c'est un travail chez Bianchini Ferrier. La différence qu'il y a avec Poiret, c'est que là, Raoul Dufy va peindre comme un peintre sur des feuilles de papier. Et ensuite, il y a des ouvriers qui vont traduire cela dans des bois gravés. Donc, ce n'est plus lui qui grave. Ce sont des gens, des ouvriers. Donc, lui, il est libre de faire plein de motifs et il en fait des quantités. On a dénombré près de 4000 motifs créés. Que ce soit les personnages, comme ici, donc, je vous montre le détail, voilà, tout en nuances de rose et de blanc. Que ce soit des coquillages avec ces amphitrite et cette très belle cape. Donc une cape créée par Poiret à partir d'un tissu qu'a fait Dufy pour Bianchini Ferrier. Et pour vous montrer quelle est la pertinence quand même de Dufy aujourd'hui, c'est que Bianchini Ferrier aujourd'hui a disparu, a été racheté par une autre société qui s'appelle Brodier. Et ils sont toujours détenteurs des droits pour éditer les tissus de Dufy. Et dans les années 1970, on a engagé un jeune designer hollandais qui s'appelait Stijn Albro, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années, et qui découvre à Paris, qui arrive à Paris lorsqu'il a 20 ans. Il va au musée de la ville de Paris, il voit la Fée Électricité, qui est le plus grand chef-d'œuvre de Dufy, et il tombe en admiration devant l'œuvre de Dufy. Et quelques mois plus tard, il est embauché par cette société Bianchini parce qu'il faut un peu redynamiser la maison et lui donner des motifs un peu à la mode des années 70. Donc on embauche un jeune créateur. Et lorsque arrive ce jeune Stijn Albro dans cette maison, il apprend que Dufy a travaillé là. Donc il demande, mais vous avez les archives? Donc on lui dit oui, on lui ouvre une pièce secrète où il y a toutes les archives. Et là, il va prendre tous les tissus de Dufy, comme ici, et il va les mettre au goût du jour, mais juste par la couleur. Il ne touche pas au motif, il va juste travailler sur la couleur. Donc là, c'est une version qui date des années 70, mais encore utilisée dans les années 2010, là, notamment par la maison Martin Margiela. Et si vous voulez une robe, mesdames, ou une paire de rideaux Dufy, eh ben c'est possible, ils sont encore édités à Lyon. Alors, pas tous les modèles, mais quelques modèles, évidemment. Et pour avancer dans notre aventure, je vous disais que c'était un créateur total. Il va inventer les parfums de Rosine. Rosine, c'est sa première fille, c'est la demoiselle toute mignonne qui est là à côté de sa maman. Et les parfums de Rosine, eh ben, c'est le premier créateur qui crée un parfum à son nom, bien avant Chanel et le fameux numéro 5. On est 10 ans avant elle. Sauf que ça, tout le monde l'a oublié aussi, parce que Chanel l'a mis dans l'ombre totalement. Et donc, ces parfums Rosine, et ben, Raoul Dufy participe aussi. Voici l'intérieur de la boutique
qu'il a aussi lui-même décoré avec l'aide de Raoul Dufy qui fait quelques tissus. Et là, il va jouer le parallèle et la complémentarité entre le parfum et le vêtement. Là, vous avez une très belle robe bois de Boulogne, à l'époque où le bois de Boulogne était très fréquentable et qu'on pouvait s'y promener le dimanche sans problème, en famille. Et là, vous avez donc un motif bois de Boulogne créé par Raoul Dufy. Vous remarquerez toujours les personnages, la calèche, les personnages qui se promènent, les amoureux, le cavalier, mais dans une végétation luxuriante qui est toujours surdimensionnée. Voilà. Il n'y a jamais de petites fleurs chez Raoul Dufy, qui va être ensuite transformée en robe pour Denise Poiret, toujours là cette fois dans les collections de Métropolitane. Et on va donner au premier parfum commercialisé l'avenue du Bois, donc l'avenue du Bois de Boulogne, en 1912, avec l'idée pour Poiret que la femme qui s'habille chez Poiret doit s'habiller totalement, robe, accessoires, chapeau et parfum. Il invente ce que tout le monde fait aujourd'hui. Si vous regardez les chiffres d'affaires de la maison Dior aujourd'hui, ça rapporte plus en cosmétique, en parfum et en maroquinerie qu'en mode. Comme quoi Poiret avait quand même beaucoup d'avance sur les autres. Madame Denise Poiret qui se parfume et cette petite page de l'Almanach des Lettres des Arts, qui est un almanach qu'a créé Poiret pour évidemment faire la promotion de son travail, en tant qu'affaire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et qui va confier la direction artistique à Raoul Dufy. Et Raoul Dufy va créer le motif et l'emballage de ce petit parfum, la rose de Rosine, dont il va s'inspirer des Ménines de Velázquez dans la forme. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le flacon et le cartonnage, donc l'emballage, est fabriqué dans une société qui appartient à Paul Poiret, qui s'appelle l'usine Colin. Colin, du prénom de son fils. Voilà. Il n'y a pas besoin d'embaucher une agence de marketing qui coûte une fortune. Hein. Et il va réaliser, Raoul Dufy, ce flacon sur le fruit défendu. Vous aurez compris à quoi il fait référence, à la pomme qui est là-haut. Et Raoul Dufy, en fait, fait le cartonnage, fait l'emballage, le packaging, comme on dit aujourd'hui. Et là encore, Poiret veut un emballage spécifique, unique pour chaque parfum. Puisque chaque parfum va délivrer un univers et va faire sens avec sa mode. Il va créer aussi l'illustration pour ce parfum Maharaja. Donc, on va vers les Indes, on va vers l'Asie, on va vers l'extra-oriental, avec le minaret, avec Aladdin, Harlequinade. Donc, que des parfums qui donnent un goût d'aventure, d'exotisme et qui peut faire rêver les gens. Et forcément, Nuit de Chine, je ne pouvais que le mettre avec Opium de Saint-Laurent. Le parallèle était trop facile. Et à l'époque, Nuit de Chine en 1916 fait déjà un gros carton et un peu un parfum de scandale. Opium fera un énorme carton, un énorme parfum de scandale, et reste le parfum le plus vendu au monde quasiment, après le numéro 5 de Chanel. Et comme il veut qu'on parle de lui, il fait des objets publicitaires, des produits dérivés, des petits éventails, des petites pochettes, des petites boîtes pour les cosmétiques qu'il offre à ses clientes. Comme ça, elles se promènent avec. Donc, il utilise ses clientes pour faire sa promotion. C'est quand même pas mal. Hein. Il en a créé une trentaine de parfums sur une vingtaine d'années et qui étaient hors de prix. À l'époque, hors de prix. Et je vous ai mis la citation. Essayez un parfum de Rosine, madame, et vous ne direz pas qu'il est trop cher. Dans une des illustrations que fait Raoul Dufy du travail de Paul Poiret, on voit les petites scénettes que je vous ai montrées au départ. Et à un moment donné, on voit justement que c'est l'homme qui vient payer les folies vestimentaires de sa femme. Donc c'est pour ça qu'il taquine la dame et le monsieur. Et il va créer les ateliers de Martine. Martine qui est le prénom de sa deuxième fille. Et ce qu'il va faire avec les ateliers de Martine est aussi très innovant. Là aussi, Raoul Dufy a un rôle puisqu'il est un des influenceurs, on va dire, pour ces ateliers.
c'est de créer une décoration à l'image de sa mode, pour que tout ça fasse un art total, que la dame achète la robe, le parfum et pourquoi pas la chaise dans laquelle elle peut s'asseoir. Oui, c'est Ikea avant l'heure en fait, mais en plus classe quand même. Et les ateliers de Martine a aussi une vocation presque sociale, je dirais. Il va demander à la femme d'Henri Le Sidaner d'être la préceptrice de jeunes filles issues de milieux très, très, très populaires. Certaines sortant de l'orphelinat à 15-16 ans. Il les embauche dans ces ateliers-là. Et pourquoi il embauche ces jeunes filles? Parce qu'il veut des jeunes filles qui soient vierges de toute image, de toute représentation, de tout code. Il ne veut pas une jeune fille de la bonne société qui sort avec le piano qu'elle maîtrise bien, la peinture et la couture. Il veut des jeunes filles vierges, innocentes. Et ces jeunes filles, on va les emmener voir les ballets russes. On va les emmener aux grandes serres du Jardin des Plantes. Et elles vont créer des motifs de tapis, de tissus, de papier peint. Et tout ça est fait par des jeunes filles de 15-16 ans. Qu'il va vendre donc dans sa propre boutique, évidemment. Et arrive Raoul Dufy qui va créer notamment tous ces textiles que je vous ai mis ici. Des textiles, mais aussi des papiers peints qui sont édités par les ateliers de Martine toujours. Et les ateliers de Martine fabriquent aussi du mobilier. Vous avez un paravent, mais aussi toutes ces petites tables, ces petites chaises. Voilà. C'est très coloré, c'est très fleuri toujours, avec toujours ce charme de dessin d'enfant. Et j'adore cette veste. Elle est complètement folle. Avec ses grandes feuilles. C'est un des seuls vêtements que Denise Poiret a gardé avec elle de son mari lorsqu'elle l'a quitté. Il faut dire que la séparation a été un peu brutale. Hein. Lui, il est parti travailler. Elle s'est levée, elle a pris tout son vestiaire, les 3 enfants, elle est partie. Et la photo de mariage. Et une photo de son mari. Et une veste de son mari. Et elle va finir sa vie toute seule, entourée de ses 3 enfants, évidemment. Un ensemble de plages. Je pense que là, si quelqu'un veut, la plage est en face, c'est nickel. Hein. Ce qui était intéressant avec les ateliers de Martine, c'est qu'il voulait amener de la fraîcheur dans la décoration. Et si vous regardez la décoration des années 1910-1920, en fait, c'est totalement à part. C'est presque un ovni, les ateliers de Martine. Et c'était très novateur pour l'époque. Voilà, c'est notamment la salle à manger de Paul Poiret, avec ces fleurs peintes au mur, ces fleurs sur les fauteuils, voilà. Quelque chose de très coloré. Et très influencé par l'Orient, évidemment, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, notre ami Paul Poiret, avec ses 3 enfants, donc Colin, Rosine et Martine, et Denise au fond. Et puis les années 20 vont être importantes aussi pour Poiret, là encore avec Raoul Dufy, on va le voir. Et arrivent avant cela des fêtes importantes. Pourquoi des fêtes? Parce que c'était aussi une manière de faire parler de lui. Il dépensait des sommes colossales dans les fêtes. Un jour, il va repérer dans un bois près de Paris un petit pavillon, le pavillon Butard, qui a été dessiné par l'architecte Mansart, et qui va faire restaurer à grands frais. Il va amener Dufy, il veut dire, voilà, décorez-moi l'intérieur. Donc Dufy décore et peint des fleurs, plein de couleurs. Et il va ensuite inviter près de 900 personnes pour une fête. Sur les 900 personnes invitées, il y en a 300 qui viennent. Et ils ont tous pour obligation de se costumer. Et c'est la 1002e nuit. On fait venir des bus, des charrettes avec tous ces invités depuis Paris. Les gens traversent le bois et on va faire la fête jusque très très tard. Il y a un orchestre et tous les gens sont attablés. Il y a de la musique, il y a des chandelles, des torches, des danseurs, des animaux exotiques. Et au milieu de cette scène et de cette foule, il y a une table pour 2 personnes. Paul Poiret qui dîne en tête à tête avec Isadora Duncan, qui n'est quand même pas n'importe qui.
Isadora Duncan, à un moment donné, au milieu de la fête, et lorsque l'orchestre joue une musique de Bach, elle se lève et elle danse sur les tables pendant plusieurs minutes comme ça. À la fin de cette soirée, au petit matin, on a bu 900 bouteilles de champagne. J'ai fait le calcul pour vous, ça fait 3 bouteilles par personne. Honnêtement, c'est extrêmement gérable. Il faut juste boire un tout petit peu d'eau entre chaque. Voilà. Et voilà là, les costumes. Et le pitch, comme on dit aujourd'hui, de cette soirée, c'est qu'à un moment donné, Poiret se met en scène avec son épouse. Elle est habillée voilà, avec cette robe qu'on appelle la robe sorbet. Elle est la favorite du harem, elle est dans une cage au milieu des invités. Et à un moment donné, on ouvre la cage, la favorite s'enfuit, et Poiret, le sultan, court après elle, la rattrape, et il tombe amoureux. Et voilà, l'histoire merveilleuse. Et la soirée voilà, va se passer comme ça, très très tard. Et voilà l'un des costumes qu'elle va porter ce soir-là, qui est aujourd'hui une des pièces emblématiques qui est au Costume Institute à New York, au Metropolitan. Et quelques invités qui ont, on va dire, survécu au petit matin. Et on voit Poiret avec Denise ici. Et Raoul Dufy, dans ces soirées-là, il faisait des décors. Il faisait des grandes tentures, des grands kakémonos très colorés, richement illustrés. Et il va notamment faire ce petit foulard en souvenir qu'il va offrir à Denise, qu'il offre à Denise en souvenir voilà, de leur amitié. Et on revoit à nouveau le couple Poiret, la fameuse Rose de Dufy. Voilà, une amitié très très forte. D'autres fêtes, Bacchus notamment, là encore, une fête très alcoolisée, on va dire. Vous avez là les costumes que portent Denise et Paul. Costumes notamment avec, pour Denise, un imprimé de Raoul Dufy, tant qu'à faire. Autre costume pour une autre fête, la fête des rois. Il imagine qu'il convoque les dieux grecs, les dieux d'Olympe, qu'il convoque Louis XIV, Louis XVI, les plus grandes figures de l'histoire qui se réunissent pour faire la fête. C'est la fête des rois. Et chaque personnage invité doit représenter un roi ou une reine ou un personnage. Elle va représenter la reine de Saba, Denise, dans cette très belle robe. Et il va aussi habiller des stars. John Crawford et Peggy Guggenheim, la grande collectionneuse Peggy Guggenheim. On disait de Peggy Guggenheim qu'elle était au régime lorsqu'elle achetait un Picasso par jour. Vous imaginez le jour où elle n'est pas au régime. Et Poiret, il est encore aussi très en avance sur son temps. Et là encore, la rencontre avec Dufy est pour beaucoup. Il va créer et inventer l'image de mode, la photo de mode. Il va être le premier aussi à faire des photos de mode et des illustrations avec des grands illustrateurs, Georges Lepape, Paul Iribe notamment. Voilà, Paul Iribe. Ce catalogue, il est envoyé à toutes les têtes couronnées et les princesses anglaises de la cour royale britannique le reçoivent pour passer commande. Donc c'est comme un catalogue de la Redoute, mais là aussi en plus classe. Non, ce n'est pas les mêmes prix non plus, on est bien d'accord. Et il va embaucher des studios, et il va faire de la photo de mode en studio, et il va faire les premières photos couleurs de mode. Toute une série qui est faite dans son hôtel particulier pour la revue Art et Décoration en 1912, avec on retrouve les tailles hautes à la Joséphine de tout à l'heure. Voilà. Et il invente aussi le principe de défilé avec des présentations tous les jours à heure fixe. Et les clientes viennent à 15h, à 17h, à 19h, et elles voient les modèles qu'on leur propose, comme ici. Il va même emmener ces mannequins à Copenhague, en tournée. Il va même les emmener aux États-Unis. Il fait une tournée triomphale aux États-Unis où il fait des conférences. Il est le premier créateur à avoir ce qu'on appelle des corners dans les magasins américains, où on met des produits Poiret dans les magasins, alors que lui, il est à Paris. Ça n'existe pas avant. Il est très souvent critiqué, caricaturé, parce que fantasque, parce que un roi un peu
ventripotent, parce qu'il commence un peu à grossir, le garçon. Et puis, très sûr de ses goûts, un peu autoritaire parfois. Et c'est là que Poiret va être important et que Chanel va arriver un jour et elle va avoir une phrase malheureuse, vous allez le voir. Mais avant de finir et de conclure sur Dufy et Poiret, juste un petit tour de ce qu'il a fait avant tout le monde. Parce que finalement, Elsa Schiaparelli, elle a travaillé avec Cocteau 20 ans après que lui ait travaillé avec Dufy. Il était très en avance. Ça ne marche plus. Hop là. Il a fait de la mode et de la décoration avant les autres aussi. Avant que Jeanne Lanvin commande dans les années 20 à Armand Albert Rateau un ensemble de décorations. Il a fait avant Chanel du parfum et il a fait défiler et habiller des stars avant que Jean-Paul Gaultier le fasse avec Madonna par exemple. Il a fait des défilés spectacles avant que eux le fassent aussi. En fait, il a inventé la posture du créateur d'aujourd'hui, voilà. D'un directeur artistique, d'un visionnaire. Et si je passe rapidement sur ces images, on est aux portes de la guerre, on est en 1914, je vous l'ai dit, il se dit qu'on ne sait jamais, peut-être que sa vie va s'arrêter dans quelques mois à cause de la guerre, donc il veut avoir un portrait de lui par André Derain, quand même pas n'importe qui. Sauf que Derain, il va le faire poser dans une auberge avant le départ pour le front. Et Poiret dit « Mais non, je ne pose pas en soldat, je pose avec mon costume ». Donc il fait venir un costume depuis Paris pour poser, le comble du chic. Et arrive Mademoiselle Chanel, qui va en fait bouleverser tout le monde. Et Poiret et Chanel ne vont pas s'apprécier pour dessous. Ils se rencontrent un jour à Deauville. Lui vient d'ouvrir une première boutique à Deauville. Elle va en ouvrir une quelques temps après, mais elle est déjà sur les planches à Deauville, comme on dit. Ils vont avoir une conversation assez difficile et elle va avoir une phrase un peu malheureuse, mais elle lui répond. Hein. Il se tacle, hein, comme on dit. Il reproche à Chanel d'habiller les femmes en jeunes filles télégraphistes maigrichonnes. Et elle lui reproche d'habiller les femmes en sultanes ou en esclaves du harem. Bon, un partout, la balle au centre, comme on dit. Et ces dernières années, Poiret, malheureusement, il va connaître des très grandes difficultés. Il va devoir déménager sa maison de couture. Il n'est plus propriétaire de son nom. Même s'il ouvre des magasins un peu partout en France, à Biarritz, à Deauville notamment, à Cannes aussi. Mais tout ça coûte très cher et il va être endetté au point qu'un jour, quelqu'un va arriver et va racheter tout ça pour sauver l'entreprise, on va dire, mais il n'en est plus le propriétaire. Il n'est qu'un exécutant, un employé comme les autres. Donc il va continuer à faire une mode, mais qui est totalement peut-être déconnectée de son époque, qui est un peu à côté de la plaque, comme on dirait aujourd'hui, avec une mode très chic, hein, cette jolie robe Marrakech. Alors Marrakech l'hiver avec la fourrure, mais très éloigné finalement de la mode des années 20. On va dire, il n'est pas monté dans le bon train en revenant de la guerre. Il est resté dans le train de la couture très bourgeoise, très aristocrate. Et sauf qu'entre-temps, Chanel est arrivée, elle a bouleversé tout le monde. Et voilà, je vous passe quelques très belles pièces de Poiret. Ces blouses et ces vestes avec ces motifs. Voilà. Petit clin d'œil, évidemment, la blouse romaine qui avait influencé aussi Saint-Laurent. Et Poiret continue à créer des vêtements avec des quantités de parures, de broderies. C'est complètement extravagant. C'est des pièces quasiment de spectacle. Et il ne fait pas du vêtement très pratico-pratique, comme on dit. Et c'est là que ça commence aussi à coincer et que sa maison va connaître des très très grandes difficultés. Et que petit à petit, il va, même s'il fait des pièces parfois un peu plus modernes, un peu plus contemporaines avec ses coupes asymétriques, il va commencer à perdre beaucoup de clientes parce que, évidemment, je le redis, Chanel arrive et qu'elle révolutionne tout ça aussi. Il fait du spectacle encore, évidemment. Lorsque sa mode ne marche plus, il crée des costumes de spectacle, il crée même des costumes pour Broadway à l'époque. Et quelques très belles pièces comme celle-là. Et je vous montre, et je terminerai sur cette dernière folie signée Poiret et Dufy. Une folie qui va coûter plus d'1 million de francs à l'époque.
C'est l'exposition de 1925, Poiret, lorsque se prépare cette grande exposition internationale. Il faut savoir que cette exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, elle devait avoir lieu en 1912. Et puis elle a été annulée. On l'a reportée en 1914. Puis la guerre éclate, donc on a autre chose à faire. Donc on la reporte. Puis on attend que la guerre se termine. Et finalement, elle n'a lieu qu'en 1925. Mais c'est un projet qui met 10 ans à sortir. Et lorsque les organisateurs l'organisent enfin et qu'elle ouvre en avril 1925, ils vont voir Poiret et lui dire « Mais en fait, on fait ce projet aussi grâce à vous, parce que finalement, c'est vous qui avez mis en place tout ça. Créer de la décoration quand on fait de la mode et ainsi de suite. Créer et casser ces frontières entre les arts majeurs et les arts mineurs, comme on les appelle. » Donc il va se sentir très flatté, ça gonfle son ego, et il se dit, si l'exposition des Arts Déco 1925, elle a lieu grâce à moi, il faut que j'y sois. Et donc il va faire cette folie. 3 péniches amarrées qui s'appellent Amour, Délices et Orgue. Vous avez dans l'une un salon de présentation de mode. Dans une autre, un salon de présentation des parfums de Rosine. Et dans le troisième, un dancing. Le tout décoré par les ateliers de Martine. Donc tout ça est de l'autopromotion de Poiret. Ça lui coûte plus d'1 million, ce qui veut dire qu'au mois d'octobre, lorsque l'exposition se termine, il est ruiné. Il n'a plus un sou en banque. Il va accueillir tous les jours les invités sur les terrasses du restaurant. Donc les gens viennent dîner, reviennent le soir pour danser, les femmes viennent acheter un parfum, une robe, voilà. C'est un truc complètement dingue à l'époque. Dans cette exposition des arts décoratifs de 1925, ce ne sont que des sociétés très fortes, très grandes, des pays qui représentent leurs arts. Et là, en fait, on a un homme, Poiret, un créateur, qui crée son propre stand, mais un stand complètement fou, quoi. Ces 3 péniches, finalement, à la fin de l'exposition, voilà à quoi elles ressemblent à l'intérieur. Les quelques images couleurs qui existent, il n'y en a pas beaucoup. Et c'était le principe, là encore, je le dis, de Ikea. On voyait en fait un salon témoin et on avait envie d'avoir le même, on le commandait le même. Le restaurant et l'annexe des parfums de Rosine au fond. Il y a même dans les parfums de Rosine un orgue à parfum. Et arrive dans cette 3e péniche Dufy. Pour le salon de représentation de mode, Poiret veut que Dufy crée des grandes tentures qui montrent ces mannequins qui défilent et qui portent la mode qu'il va présenter en vrai sur des vrais mannequins dans les défilés. Et donc Poiret va commander cela à Dufy. Il y a beaucoup d'échanges de correspondance entre eux. Comme c'est du très grand format, parce que ça fait 3 mètres par 6. Et il y en a près de 10. Vous voyez, ça fait de la surface. Il est dans un grand atelier du côté de Lyon, parce qu'il va faire cela grâce aux entreprises Bianchini, qui vont lui mettre les moyens aussi industriels derrière. Et il va donc au départ faire quelques esquisses comme celle-là. Donc baccarat, en gros, on est au casino. Plusieurs esquisses donc de baccarat ou de tapis vert. Et si vous avez remarqué sur celle-là, il y a 3 bandes de couleurs. Tac, tac. En fait, il va, sur ces grandes tentures, il va les faire en 3 bandes. Si vous voulez regarder le petit point rouge, une bande rouge, une bande brune et un peu plus grise. Et en fait, tout le reste est en surimpression par-dessus. Tout est surimprimé par-dessus ou dessiné par-dessus. Et en fait, les 3 bandes de couleurs lui servent quasiment à faire un espace, à créer un espace, une perspective, et à créer un rythme, pour pas que ça soit plat. Et si vous regardez bien les personnages dont, alors je l'appelle la préfète, mais c'est peut-être la dame du colonel, la dame qui est là, elle a une robe et il y a des fleurs. La robe, elle est peinte en blanc et tout le motif, il est imprimé par-dessus avec des bois gravés de Raoul Dufy. Et toutes les tentures sont comme ça, peintes et imprimées.
On retrouve à chaque fois les 3 bandes. Voilà. Une des rares photos, on le voit devant la réception de l'Amirauté. Malheureusement, ces tentures, Poiret doit les vendre parce que les péniches lui ont coûté une fortune, donc il faut qu'il rembourse des gens quand même. Donc il revend les péniches, il vend les 14 tentures qui vont être achetées à droite et à gauche. Aujourd'hui, elles sont plus toutes connues malheureusement. Plusieurs, celles que je vous ai montrées, sont dans les collections nationales, heureusement. Il y a beaucoup d'esquisses qui sont conservées dans les musées en province. Et va arriver le dernier Poiret, là encore Dufy est présent pour un dernier coup ensemble, on va dire, puisqu'en 1927, Poiret doit vendre sa collection de tableaux. Il vend ses Picasso, il vend ses Dufy, c'est du Noël-Gonzague, c'est Lafresnaye. Et on voit là, voilà, le dernier hommage à Mozart que vous avez là, dans le salon de musique de Poiret, avec ce tableau ici. Et il va demander à Dufy de faire la préface de ce catalogue. Il va vendre notamment ce très grand Bouddha, qui est une énorme pièce, qui était dans le salon de Poiret et qui est aujourd'hui dans les collections du Metropolitan à New York. Et à la fin de sa vie, il joue pour Colette. Il est aidé par les amis. Il vit dans une toute petite chambre de bonne alors qu'il a connu des univers exceptionnels. Il se met à peindre. Il écrit ses mémoires en habillant l'époque. Je vous le recommande, c'est délicieux. C'est à la fois un livre de plage idéal pour la plage et idéal pour le lit, mais c'est la vie complètement folle d'un homme. Et il va finir dans l'oubli total. Et je vais juste prendre mes notes parce que pour le coup, je ne les connais pas par cœur. Vous citez 2 phrases. Une phrase de Poiret. Dufy a dessiné pour moi et sculpté dans le bois des blocs tirés de son bestiaire. Il en a fait des étoffes somptueuses dont j'ai tiré des robes qui, je l'espère, il doit avoir quelque part des amateurs qui conservent ces reliques. Dufy dira « Me voilà donc amené à la décoration et à la mode, non par délassement ou par amusement, mais pour une expérience sérieuse. Que d'écho cette période de ma vie ne réveille-t-elle pas en moi? Grâce à Poiret et à Bianchini Ferrier, j'ai pu réaliser cette relation de l'art et de la décoration, surtout montrer que la décoration et la peinture se désaltèrent à la même source. » Il va fermer sa maison en 1929. Il va mourir en 1944. Et voilà, ce clin d'œil de Cocteau à Chanel et à Poiret. Poiret s'éloigne, Chanel arrive. Cocteau, qui était l'enfant du siècle, qui les a tous connus, hein, et qui peut être aussi une langue de vipère parfois. Voilà. Son dernier masque, dernière sortie en public avec cette parution. Et il va disparaître dans l'oubli total en 1944. Et je vous montre juste quelques images pour terminer. En 2005, le vestiaire de sa femme est vendu. Je vous l'ai dit, pour des sommes parfois astronomiques. Et le Metropolitan a acheté les plus belles pièces parce que les musées américains ont beaucoup d'argent. Mais le Palais Galliera a aussi acheté quelques belles pièces aussi. Hop là. En 2007, avec tous les vêtements qu'ils ont achetés de Poiret en 2005, le Metropolitan fait une énorme rétrospective Poiret King of Fashion au Costume Institute qui fait venir des millions de personnes. On donne le dîner gala annuel du Met, du Metropolitan, en l'honneur de Poiret et de son univers décoratif et coloré. En 2012, Vogue rend hommage à Poiret avec non pas des vêtements de Poiret, mais des vêtements contemporains, inspirés, transformés, imaginés à la manière de Poiret. On retrouve la jolie rose sur la ceinture, comme on l'a vu tout à l'heure sur la robe Joséphine, avec derrière des fleurs aussi. Donc totalement inspiré par Poiret et sa mode. La dernière trace qu'il reste de Poiret à Paris, Faubourg Saint-Honoré, une plaque dans le sol. Vous avez plus loin Madeleine Vionnet, vous avez en avant Gabriel Chanel, et là vous avez Paul Poiret. La plaque est un peu abîmée malheureusement. Et cette année, enfin, dans quelques jours, va ouvrir au Musée d'art décoratif une exposition que j'attends depuis des années.
Paul Poiret, la grande rétrospective qui va enfin avoir lieu en France parce qu'il n'a pas eu d'exposition personnelle depuis 1974 au musée Jacques Marandré. Ça remonte quand même. Donc il était temps de lui rendre hommage. Et pourquoi cette année? Parce que c'est le centenaire aussi de l'exposition de 1925. Donc c'était le moment. Et je vous remercie, messieurs, dames.